Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset, le podcast à destination de tous les coachs, consultants et experts de l'accompagnement qui désirent se bâtir un mindset de leader et une activité prospère au service de leur vie et de leurs clients. Je suis Ludovic Gucker, fondateur de l'entreprise Kaizen Impact et nous accompagnons aujourd'hui les experts de l'accompagnement dans leur croissance tant personnelle qu'entrepreneuriale. Et si aujourd'hui, tu es en quête de te bâtir une activité, une entreprise au service de ta vie et de tes clients, mais que tu ne veux pas choisir entre argent et inspiration, épanouissement et impact, succès et alignement et vie pro et vie perso, alors je t'invite de suite à réserver une session Kaizen Diagnostic qu'on t'offre aujourd'hui avec un membre de nos équipes pour voir comment est-ce qu'on peut te servir au mieux, quelles sont les prochaines étapes pour ton développement tant personnel qu'entrepreneurial. Et bien entendu, notre intention ici est de te servir et de te donner potentiellement envie de travailler avec nous. Alors si ça t'inspire, si ça t'appelle, je t'invite à réserver de suite ton appel offert sur le lien que tu trouveras dans la description ou alors tu tapes www.ludovicgucker.fr/call. Sur ce, moi je ne t'interromps pas plus longtemps et je te laisse de suite te plonger dans cette belle interview. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. Je suis en très bonne compagnie puisque je suis en compagnie de Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux ou même en boutique puisqu'il y a un livre également. Donc bienvenue à toi Charlotte. Comment tu vas ? Écoute, merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Ça va très bien. Je suis contente d'avoir cet échange avec toi aujourd'hui. Moi, c'est exactement pareil. J'adore échanger et surtout, je suis très content d'avoir une femme sur le podcast. Je dis à chaque fois aux invités, est-ce que vous pouvez me proposer des femmes entrepreneuses? Parce que j'en ai pas assez et je suis content de pouvoir t'interviewer parce que t'es pour moi une référence entre guillemets dans le domaine. T'as un très beau parcours, t'as développé une très belle entreprise et je pense qu'on va avoir de beaux échanges. Donc très hâte d'échanger avec toi, Charlotte. Écoute, merci beaucoup. En plus de ça, tu as accompagné plus de 2000 personnes. J'ai vu sur, je sais plus si je l'ai vu sur un site ou sur ton compte Instagram. Et dans ces eaux-là, c'est ce que j'ai pu Écoute, lire. alors à date, on doit avoir plus que ça. Je pense qu'on a entre 3500 et 4000 clients à Ah ouais, date. Donc après, sur les produits, il y a des tarifs très différents. Mais bien en sûr. client payant, ouais, aujourd'hui, on est dans ces eaux-là. Ah, c'est ouf. C'est rare quand même pour le souligner que une entreprise, vous faites du coaching, de la formation, ça reste dans le haut entre guillemets du nombre de clients accompagnés. Donc c'est incroyable. Bravo pour ça. C'est ce que ça permet aussi d'avoir des plus petits produits parce que tu peux pas Ouais. comparer ça, tu vois, à une société qui ferait du coaching, uniquement du coaching one-to-one ou petits groupes, etc. Nous, forcément, on peut aussi avoir un volume plus important. Mais effectivement, au final, ça fait un certain nombre de personnes qui ont bénéficié Ouais. de la méthode d'une façon ou d'une autre. Donc, Ouais. donc je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est clair, c'est clair. On voit à l'échelle que vous impactez et je trouve ça ouf. Surtout dans un domaine Postadem, si juste pour que les personnes puissent savoir quand même de quoi il s'agit, si tu peux nous l'expliquer, de quoi il s'agit, comme ça tout le monde est alerte et au courant de quoi il s'agit. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, Postadem, c'est une société que j'ai créée maintenant, alors au moment où on enregistre, il y a plus de 5 ans, janvier 2018, avec la mission d'aider les salariés qui ne s'épanouissent plus dans leur emploi à réinventer leur vie professionnelle pour trouver plus de sens, plus d'épanouissement, etc. Et donc, en fait, l'objectif de la manière dont je développe, en tout cas, Postadem, c'est d'apporter un maximum de contenu, tu vois, que ce soit par le... Alors, j'ai commencé avec un blog, hein, moi, en 2017, j'ai commencé à bosser dessus, c'était surtout l'époque du blog, donc contenu écrit. Il y a également le podcast, il y a le livre aussi dont tu as parlé, d'apporter l'accompagnement et la formation dont ils ont besoin, que ce soit pour trouver sa voie, que ce soit pour lancer son side project, donc son projet entrepreneurial en parallèle de son job, pour obtenir sa rupture co. On a plein de sujets de formation. Et l'aspect aussi communautaire qu'on partage énormément avec Postadem. Donc voilà ce qu'on fait en résumé sur Postadem. Il y a une équipe évidemment qui travaille avec moi depuis plusieurs années et je n'en dis pas plus, j'attends de voir tes questions évidemment. Excellent. Tu mentionnais l'équipe par curiosité, je peux te demander combien vous êtes aujourd'hui dans l'entreprise? Oui, il y a 8 personnes qui travaillent avec moi, qui sont Ok, aujourd'hui toutes des freelances, donc ça fait l'équivalent de 5 temps plein. d'accord. Ok. Ah, 8 personnes pour... ok, ouais, ça se tient. C'est déjà une belle équipe. Oui. Ok. Euh, Justement, j'avais envie de te demander un petit peu, juste une question par rapport aux événements Covid et tout ça. Est-ce que vous avez vu plutôt un pic ou une vague, entre guillemets, de personnes qui souhaitent depuis peu vraiment se reconvertir ou qui aspirent à autre chose?
Ça, c'est vraiment une question que je me suis dit, ok, depuis le Covid, il y a plein de personnes qui voient d'autres opportunités et je pense que vous êtes au cœur de ce mouvement ou en tout cas vous êtes acteur. Est-ce que vous avez vu un pic ou quelque chose qui s'est passé récemment? Alors, c'est une très bonne question qu'on me pose souvent et à laquelle je n'ai pas la réponse parce qu'en fait, oui, depuis le Covid, l'activité se développe, mais dans Ouais. quelle mesure c'est lié, on va dire, à un phénomène extérieur de société et dans quelle mesure c'est tout simplement lié à l'accroissement de notre notoriété, à nos efforts Mm. marketing, à nos investissements marketing, c'est très compliqué à dire. Donc oui, l'entreprise, elle est en croissance depuis la période Covid, mais il y a aussi un effet naturel qui est interne. Donc, une chose est sûre, c'est que la période Covid, elle a vraiment aidé à faire comprendre que le travail pouvait avoir un sens un peu différent parce que les gens se sont retrouvés chez eux, souvent en Mm. télétravail, se sont posés des questions existentielles aussi sur leur vie, sur beaucoup de choses. Donc, le travail prenant beaucoup d'espace là-dedans, ça a été l'occasion d'une remise en question. Donc, ça a forcément aidé. Pour autant, certes, ça peut apporter de l'aide quand on a on va dire, des choses comme ça qui se passent dans l'actualité. Et en même temps, il y a un peu le double effet, c'est que ça peut aussi faire peur et que les personnes qui sont assez averses au risque vont au contraire, quand il y a une période difficile comme celle-ci, se dire, ben non, moi je vais rester au chaud dans mon job, certainement pas Mm. causer madame. Certes, j'en rêve, mais je vais pas le faire. Et donc c'est ça qui est pas évident à voir, c'est que selon le mindset, selon où en fait on va prendre la personne au moment où elle arrive chez nous, on va avoir des cas de figure très différents. Mm. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a l'effet inverse aussi qui peut se jouer. Et comme tu as dit, vous investissez dans tous les cas dans la croissance de l'entreprise. Donc, c'est clair que C'est ça. si encore vous étiez pendant, enfin, depuis, je dis quelque chose, 15 ans, et que vous aviez une progression stable, Oui, je dis quelque chose, 5%, 10% en plus, et que là, d'un coup, vous avez 30, 40, bon, là, il y a peut-être un effet qui peut se remarquer, mais effectivement, ouais. Ok. tout à fait. J'ai envie d'échanger un peu plus sur la partie entrepreneuriale, la partie chef d'entreprise justement, qui est du coup ta posture. Et je voulais te demander un petit peu quelle est ta place aujourd'hui dans l'entreprise, une équipe de 8 personnes. De quoi est-ce que Charlotte s'occupe concrètement dans une entreprise de cette taille-là? Est-ce que Charlotte bosse? Alors oui, mon rôle à moi, ça va être évidemment toute la partie vision et stratégie, c'est-à-dire dans quelle direction on va, pourquoi on y va, comment on y va. Ça va être ma partie, qui va être plutôt une partie, on va dire, de réflexion intellectuelle, qui va aussi avancer. Tu vois, j'ai passé beaucoup de temps dans des masterminds, dans des accompagnements. Et donc, en fait, c'est ça aussi qui va contribuer à cette vision-là, à passer du temps à échanger avec mon associé, enfin, ce genre de choses. Et d'un point de vue opérationnel, je fais encore pas mal de choses, enfin pas mal, je fais des choses dans l'entreprise, notamment ce que j'ai au moment où on enregistre, c'est le copywriting, donc c'est moi qui rédige Hmm. les pages de vente, les emails, ça c'est ma partie. Là j'ai failli démarrer avec un copywriter, c'est un petit peu reporté, mais bon, en tout cas sur le principe, aujourd'hui c'est moi qui le fais. Ensuite, moi, je vais faire les points avec l'équipe pour l'avancement des projets, les projets marketing, les projets contenu, les projets de création de formation. Je peux créer certains produits aussi parfois, mais c'est une minorité en fait. La plupart des formations, c'est pas moi qui les fais. Voilà, quand c'est le cas, je le fais. Je vais faire aussi certains lives, certains webinaires pour avoir le lien avec la communauté aussi parfois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais? Ah ben si, l'administratif et la comptable. Alors j'ai une assistante évidemment administrative, mais elle me demande des choses quand même parfois, ce qui est tout à fait légitime, donc un petit peu de temps passé là-dessus. Voilà ce que je fais de mes journées pour Postadem. Ok. Tu mentionnais, j'ai deux points, mais le premier que où j'aimerais rebondir, c'est que tu mentionnais le fait que tu fais des lives, des webinaires. À quel point vous avez réfléchi en amont le fait de dissocier ou de pas dissocier justement Postadem à Charlotte, l'image de marque. Quelle a été un peu la réflexion derrière ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont solo ici, moi le premier, et c'est une grande question que j'ai. Tu vois, mon entreprise s'appelle Kaizen Impact, mais c'est Ludovic Duquer qui fait tout, donc c'est Ludovic Duquer la tête d'affiche entre guillemets. Et chez toi, c'est peut-être un peu différent. Donc, quelle a été la réflexion derrière ça? Oui, c'est une très bonne question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Alors, soit au tout début, et ils hésitent un petit peu entre est-ce que je pars sur du personal branding, est-ce que j'ai une marque, on va dire, décorrélée de moi, Ouais. ou alors qu'ils vont se poser quand ils commencent justement à avoir un chiffre d'affaires qui est en croissance, qu'ils se rendent compte que le fait que ça repose de leur nom, de leur présence, ça complique les choses, et donc ils se disent comment est-ce que je peux commencer à dissocier. La question peut aussi beaucoup se poser si un jour tu veux vendre ton entreprise, parce qu'en fait, si elle repose sur ton image et sur ta... Alors, faut différencier aussi le personal branding de l'image externe et le fait d'être opérationnellement présent. C'est deux choses différentes. Hmm. Mais quand il y a du personal branding sur la vitrine,
où il y a, tu vois, un entrepreneur qui va être visible, par exemple, qui va vendre beaucoup en story, qui va être beaucoup en live, etc., et que ça repose sur lui, ça va compliquer la vente aussi, évidemment, et ça va dévaloriser l'entreprise. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser et se dire, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je vais vouloir faire de mon entreprise à un moment? Est-ce que je veux pouvoir avoir la liberté de pouvoir en sortir si un jour je le souhaite, c'est-à-dire de vendre, ça peut être plein de manières différentes. Et l'avantage quand on a, à l'inverse du personal branding fort dès le début, c'est que ça permet quand même de développer plus rapidement. On va dire que le personal branding est une excellente solution de court terme pour aller plus vite. Donc, par exemple, ce que tu fais toi, le fait de donner ton prénom, ton nom à toi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais à un moment, c'est quelque chose qui pourra poser souci. Donc, le fait d'avoir les deux stratégies en même temps, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. Et on n'en parle pas forcément de cette solution-là. En fait, moi, Postadem, j'ai créé un nom de marque, Postadem, dès le début. Ça n'a jamais été Charlotte Apieto Coaching, jamais de la vie. Ça a toujours été Postadem parce que j'avais cette vision marque, j'avais cette vision déjà un peu décorrélée de moi. Et alors, je sais pas si j'avais en tête de vendre un jour, je ne crois pas, parce que justement, je crois qu'à l'époque, je me disais, mais c'est qui ces gens qui montent une boîte pour la vendre? Je comprenais pas le Et principe. aujourd'hui, Maintenant, je le comprends très bien, mais à aujourd'hui, l'époque, c'est plus dans la tête. bah oui, c'est quelque chose que je comprends tout à fait et qui pourrait se Ouais. faire, tu vois. Donc, Ok. donc je sais qu'à l'époque, ça me semblait un petit peu lunaire. Maintenant, je le comprends. Mais du coup, il n'y avait pas en tête forcément de vendre. Il y avait plus de dire, je veux une marque qui est claire et je veux me différencier justement de tous les coachs en reconversion que je vois, qui avaient leur site internet avec leur service, leur petit blog à l'époque, c'était donc très blog. Aujourd'hui, ce serait plus un compte Instagram, tu vois, à la limite. Mais je me disais, waouh, il faut un truc vraiment différent si tu veux fédérer, en fait. Donc, je suis partie sur un nom de marque Postadem. Mais en même temps, c'était toujours Charlotte de Postadem. J'organisais des événements présentiels, donc c'était avant Covid, où du coup, c'était moi qui étais présente. On savait que c'était moi qui signais les articles, etc. Donc en fait, j'avais vraiment les deux, ce qui m'a permis de développer. Au tout début, en fait, moi, je faisais du coaching individuel, de le développer très rapidement, et en même temps de développer la marque. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est que Charlotte Apieto, elle est moins présente. En tout cas, l'idée, c'est qu'elle le soit aussi de moins en moins. Le processus est déjà amorcé depuis un petit moment. Par exemple, tu vois, le podcast Postadem, il y a des épisodes qui sont faits par moi et d'autres où c'est pas moi, en fait. Donc, il y a toujours un petit peu le mélange des deux. L'accompagnement n'est pas fait par moi. Les produits, donc les formations, c'est une minorité aujourd'hui où c'est moi dedans. Donc, en fait, ce processus a déjà été amorcé. Ce qui permet, par exemple, quand il y a des lives, des webinaires, de me présenter non pas comme indispensable à ce que ça se fasse, mais plutôt un plus. Et je me présente comme la fondatrice de Postadem qui va porter en fait cet univers-là, tu vois. Donc c'est un petit peu différent. Donc je pense que le bon combo, c'est vraiment t'as cette marque qui existe, il faut d'ailleurs la nommer parce qu'en fait, tu vois, dans le cas de ton entreprise, je crois que c'est Kaizen, tu m'as dit. Ouais, Kaizen Impact, Si tu n'en parles jamais, Kaizen Impact, c'est comme le nom de ma holding, hein, personne le connaît, tu vois, et on s'en fiche. Donc, en fait, ton nom, il n'a aucune valeur aux yeux des gens, il n'a aucune autorité. Donc, si tu arrives à avoir le nom de la marque et toi qui es fondateur de telle marque, là, ça va être intéressant. Quel exemple je pourrais te donner? Je vais te donner deux exemples. Je pense, alors, je connais pas très bien la marque pour le coup, mais bon, je vois le principe de Respire. Justine Hutto. On connaît Justine Hutto et on connaît Respire. Et on sait que c'est une des cofondatrices de Respire. Je prends aussi Alexandre Dana de Live Mentor. Il y a Live Mentor et il y a Alexandre Dana. Et Alexandre Dana va venir soutenir Live Mentor, tu vois. Et je pense que ça, c'est le bon combo à avoir et c'est celui que je tâche d'avoir aussi. Ouais, c'est une bonne réflexion. C'est justement, c'est celle que je me suis posée récemment là. Et ouais, je pense que je trouve judicieux si on a une vision long terme de l'entrepreneuriat et pas simplement, entre guillemets, rester en personal branding. Moi, je vois ça aussi dans le sens où quand tu es en personal branding, tu construis rien, entre guillemets. Il y a pas d'actif qui se construit, qui se valorise. Et je vois ça un peu comme dans une roue où on continue à courir à chaque fois parce que c'est tout le temps nous qui sommes sur l'avant. En tout cas, c'est en pleine réflexion, hein, donc c'est super pertinent ce que tu amènes ici. Et, tu peux avoir du personal branding et des actifs qui sont créés. Tu pourrais voir, par exemple, tu vois, je pense à Tony Robbins. Tony Robbins, c'est du personal branding. Pour autant, il va former des coachs Tony Robbins. Il y a une structure, il y a tout un système. Il y a la fondation Tony Robbins, tu vois. Donc, en fait, tu peux tout à fait avoir des actifs et un nom qui est incarné. La question qu'il faut se poser, c'est si un jour, c'est plus moi, par choix, parce que je vends, parce que j'arrête, parce que je ne sais quoi, ou par obligation, parce que j'ai un pépin de santé ou j'ai d'autres priorités dans ma vie, on ne sait pas. Comment est-ce que ça pourrait être transmis? Et en fait, ce problème-là, il concerne aussi les entrepreneurs qui n'ont pas de personal branding, parce qu'en fait, tu peux aussi tout à fait avoir une entreprise qui est dépendante de toi, même si c'est pas ton image. Par exemple, si, je sais pas moi, tu as un petit commerce
Bon, il y a un nom à ce commerce, tu vends, ça rien, des vêtements, des bijoux, ce que tu veux. Mais qu'en fait, il y a que toi qui connais l'inventaire, il y a que toi qui es capable de choisir les bonnes pièces à mettre dans la boutique. Les clients, ils viennent parce que c'est toi, qu'ils te connaissent bien, qu'ils matchent bien avec toi. Il y a que toi qui sais comment on gère, etc. Il y a que toi qui as accès aux documents. En fait, le Hmm. jour où t'es plus là, le truc, il se casse la figure, même si la devanture, c'était un nom qui n'a rien à voir avec ton nom à toi. Donc, il faut vraiment penser aux deux, à la vitrine de l'entreprise, mais aussi à comment ça se passe en interne. Et à la Hmm. limite, si en interne, ça peut se passer de toi, mais que la vitrine, par exemple, tu vois, c'est du personal branding, il y a déjà plein de contenus qui existent, qui peuvent être réutilisés, etc. Alors après, si tu vends, il faudra voir par rapport au droit à Ouais. l'image, mais c'est un sujet précis, mais ça peut à la limite se faire, surtout si l'audience n'est pas habituée à ce que la personne soit présente en direct. Il y a aussi ce sujet-là du direct. Si par exemple, tu vends beaucoup en story Instagram ou en live où c'est toi qui le fais, ça peut être un petit peu compliqué. Par contre, si c'est du contenu préenregistré, ça peut aussi durer un certain temps et être réexploité, surtout si en plus il y a un renouvellement Hmm. de la base, de l'audience. Donc Ouais. voilà, il y a quand même tous ces éléments qu'il faut prendre en compte pour faire son choix. Et j'ai envie de te dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie. Moi, j'ai un avis sur quel est le meilleur combo des deux, Ouais. qui allie le meilleur des deux mondes. Maintenant, ça va aussi dépendre de ta vision et de comment tu aimes développer ton activité. Si le personal branding te gonfle, ben en fait, n'en fais pas. Mon associé, lui, je sais pas si tu vois qui c'est, mais du coup, c'est peu probable parce qu'en fait, il ne se Non, montre je vois jamais. pas. Donc peut-être que tu connais son prénom, mais lui, pour le coup, il a eu plusieurs business. Il a un business aujourd'hui où il va jamais montrer son visage. Donc c'est signé juste avec son prénom et c'est tout. Et en fait, le business fonctionne très très bien, quand bien Hmm. même il n'est pas en train de se montrer à la plage en story sur Instagram, tu vois. Donc tout est possible à partir du moment où tu te tiens à une ligne de conduite et que tu vas à fond dedans, quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est vachement pertinent et vachement riche que ce que tu partages. Merci beaucoup. Ouais. Ça va parler à beaucoup de personnes, je pense. Tu mentionnais au début, enfin au début avant la question, c'était est-ce que Charlotte bosse? Du coup, j'ai envie de te parler de la stratégie de la feignasse que Romain m'a glissé à l'oreille. Apparemment, tu es une pro pour pour gérer ton temps et ta Excellent. productivité de façon Je efficace et dirais. fière. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères ton temps? Comment est-ce que tu t'organises? Est-ce que c'est très cadré, très millimétré? Comment est-ce que ça se déroule? Oui, la fameuse stratégie de la feignasse, c'est vrai que j'en parle à Romain, donc c'est marrant qu'il t'en ait parlé. En fait, la stratégie de la feignasse, le principe, c'est d'obtenir de bons, voire d'excellents résultats en faisant le moins possible. Je vais pas dire que c'est comme ça que tu obtiens les résultats optimaux. Par contre, tu peux obtenir de très, très bons résultats. Et donc après, ça pose la question de qu'est-ce que je considère comme étant un bon résultat ou non. Moi, je sais que je préfère avoir à la limite par rapport au potentiel, tu vas dire qu'il est de 100, je préfère avoir 20% de résultats en moins parce que Hmm. j'ai adopté la stratégie de la feignasse que d'avoir mon bien-être qui est divisé par 2, par 3. En fait, je préfère ça Ouais. parce que on est dans un marathon et pas dans un sprint. Et en fait, quand tu veux être toujours à 100%, c'est très compliqué de le faire sans le faire au détriment de ta santé, de ta vitalité, de ton équilibre de vie aussi dans d'autres domaines. Donc voilà pourquoi je suis une partisane de ce que j'appelle la stratégie de la feignasse. Donc on va faire le plus intelligemment possible. Ça ne veut pas dire qu'on reste sur son canapé à regarder Netflix. Je n'ai pas de compte Netflix, donc c'est pas l'idée. Mais on va bien choisir les actions qu'on fait pour qu'elles amènent un maximum de résultats. Et donc pour Hmm. ça, on a besoin de savoir quoi? On a besoin de savoir ce qui est prioritaire, de savoir quelle est la vision, de savoir comment on peut y aller. Et en fait, chaque jour, à chaque action que tu vas faire, c'est de te demander comment je peux simplifier ça au maximum. Et moi, la question, je me la pose vraiment tout le temps. Quand on est en réunion d'équipe, qu'on part sur des idées, on brainstorm des projets, à chaque fois, je dis, hop, 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 est-ce que ça, c'est 20-80 ou pas? Et du coup, l'équipe, maintenant, a l'habitude de le faire. Et donc, d'elle-même, les personnes vont dire, bah, ça, c'est pas 20-80, voire vont me dire, écoute, Charlotte, on avait dit qu'on ferait ça, mais c'est pas 20-80, voilà pourquoi. Du coup, ce que je te propose, c'est de pas le faire. Et je dis, OK, tu le fais pas si tu estimes que c'est pas 20-80. Et en fait, ça permet de limiter les ressources qui vont être exploitées pour maximiser les résultats. Alors, ça marche pas à Hmm. chaque fois parce que pour savoir ce qui est prioritaire, pour savoir ce qui est 20-80, on a besoin d'expérimenter et des fois, on se plante en fait et c'est le jeu. Mais je ne pense pas qu'en faire 10 fois plus en quantité aurait changé la donne. Peut-être qu'on aurait 20% de résultats en plus, mais on serait au bout du rouleau. Donc, en Ouais. fait, voilà un peu ma vision de la stratégie de la feignasse. Et après, il y a plein d'applications possibles. Mais du coup, sur la question, est-ce que je bosse ou pas? Oui, je bosse, mais je choisis bien ce que je fais. C'est-à-dire que je vais choisir là où ça apporte le plus de valeur dans l'entreprise et il y a plein de choses sur lesquelles je vais pas m'éparpiller. Voilà. Hmm. Ouais, c'est pertinent et c'est super intéressant ce que tu partages. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, surtout, bah, tu sais, quand tu es dans tes débuts ou autre, tu fais beaucoup de choses
Et le 20-80, en règle générale, il y a tellement de choses qui popent de partout et que tu peux faire tellement de choses que le 20-80, souvent, on a tendance à l'oublier. Donc, ouais, je ne peux que valider ce que tu dis par rapport à ça. Euh, Justement, tu mentionnais le bien-être. Aujourd'hui, c'est quoi est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que tu as eu vraiment des moments charnières où tu étais très limite sur, on va dire, ton bien-être, ta santé mentale? Ou est-ce que tu as toujours su garder un certain équilibre et tu l'as tout de suite considéré? Ça a été quoi un petit peu ce cheminement? Alors, dans mon business, j'ai toujours gardé cet équilibre, toujours. En fait, dans ma vie antérieure, quand j'étais salariée, alors j'ai un parcours personnel familial autour du burn-out, de la dépression. Je sais jusqu'où ça peut aller. Donc, j'ai, depuis que D'accord. je suis ado, un espèce de warning de si tu prends pas de vacances et que tu as toujours la tête dans le guidon, à un moment, ça va mal se Hmm. terminer. Donc, du coup, il y a aussi cette espèce de warning que j'ai en tête. Et donc, j'ai fait, moi, ce que j'appelle un mini burn-out quand j'étais salariée, justement, juste avant de poser Madame. C'est pour ça que j'ai posé Madame. Je dis mini D'accord, ouais. burn-out parce que je sais ce que c'est un vrai burn-out aussi, et ce n'était pas ça, mais c'était suffisant pour me dire, ça sert de déclic, mon corps dit non, si tu continues comme ça va pas le faire. Donc, j'ai eu ça. Et donc, j'ai aussi créé mon business de façon à avoir une vie qui me correspond, où le rythme me correspond et où je peux, bah, tu vois, moi, j'ai pas une capacité de travail de 50 heures semaine, en fait. Donc, quand je Hmm. le faisais parce que j'étais obligée, mais ça allait pas du tout. Ouais. Donc, j'ai construit mon entreprise de cette façon-là. Au début, je travaillais enfin, je travaillais plus parce qu'il y avait du coaching individuel que je faisais et que souvent c'était en week-end, le soir, etc. Mais ça a jamais, enfin, j'ai aucun souvenir ça va faire 6 ans bientôt là que je suis à mon compte, j'ai aucun souvenir d'avoir été vraiment sous l'eau, au bout du rouleau. Alors, si, il y a eu des petites périodes, tu vois, par exemple, pendant un Hmm. lancement difficile, tu as 15 jours Ouais, ouais. où, ouais, franchement, tu subis un peu le truc, mais ça a jamais duré plus, en fait. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est pertinent aussi ce que tu dis. Il faut maximiser entre guillemets le capital humain et si toi t'es pas bien entre guillemets, bah t'as beau faire le 20-80, je pense que tes résultats ils seront pas très bons. Ouais. Mm, mm. Je J'ai envie de te demander un petit peu par rapport à comment fonctionne aujourd'hui Postadem. C'est quoi un petit peu les canaux d'acquisition que vous avez mis en place et pour quelles raisons vous avez opté pour cette stratégie? Parce que quand je regarde de façon globale, j'aime bien regarder un petit peu comment ça se passe. Il y a beaucoup de choses et vous êtes installé depuis un moment, du coup, c'est pas forcément le plus clair de savoir comment est-ce que vous mettez ça, comment est-ce que ça se déroule entre guillemets. Alors, l'acquisition, elle se fait à peu près, hein. Les chiffres datent de fin décembre. Donc là, on enregistre, on est mi-avril. Donc tu vois, il y a quand même un petit peu Ouais, de temps qui a passé, mais bon, ça donne une tendance. On est à 65% d'acquisition qui se fait via la publicité ouais, et 35% qui se fait via de l'organique. Donc essentiellement le fameux site blog qui est bien référencé. Et ensuite, ça peut être aussi le compte Instagram, le podcast, etc. Mais essentiellement, ouais. ça va se répartir comme ça, comme canaux d'acquisition. Après, il peut y avoir aussi des passages médias. Je suis passée dans pas mal de D'accord. grands médias, que ce soit TF1, M6, Europe 1, enfin, je pense que j'en ai fait un bon paquet, BFM, etc. Ça, c'est toujours dur de dire ce que ça apporte. Ouais, Je suis un petit peu mitigée sur le sujet, mais bon, en tout cas, ça peut jouer un rôle. Il va y avoir aussi évidemment le bouche à oreille, il peut y avoir aussi les invitations et les partenariats, tu vois, plus dans notre mhm, sphère à la limite, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui par exemple. ouais, Donc ça va être essentiellement ça, les canaux. ouais. Et ensuite, derrière, en termes de conversion, chez nous, c'est vraiment de l'email quotidien. Donc email quotidien avec 3 campagnes de vente par mois où en fait on tourne, on fait varier les produits qu'on propose. Et voilà, sur le système dans les grandes lignes. Ok. Ouais, c'est intéressant. J'avais vu les pubs que vous faites, mais ouais, le ratio il est intéressant et pertinent à prendre en compte. Tu vois, ça c'est un sujet quand on est entre guillemets dans le coaching au début. Enfin, moi c'est le premier point aussi. Je n'ai pas forcément eu le réflexe dès le début d'investir dans un système d'acquisition autre que le mien, c'est-à-dire bah mes Mm. publications, comme tu as pu le mentionner, story, direct message et ainsi de suite. Euh, je trouve ça intéressant de mettre en place une stratégie d'acquisition, comme tu peux le mentionner, avec de la pub, avec de la récurrence sur un blog qui se référence ou autre. C'est des choses qui se réfléchissent à long terme, ça. Mais ouais, c'est intéressant. On voit tout de suite le côté entreprise. Je sais pas si Mm. les deux, c'est des entreprises, mais chez toi, il y a un côté plus prédictible, entre guillemets, que chez une Mm. personne qui peut fonctionner à la mano comme chez moi aujourd'hui. C'est en train de changer, je suis en train de mettre en Certes. place des choses. Mais on voit tout de suite la différence, entre guillemets, sur l'acquisition. Ok. Mm. Euh,
Justement, en parlant de personal brand avant, j'ai du coup vu ton nouveau compte Instagram que je suis et que j'adore. J'aime beaucoup les publications que tu sors. La dernière de hier ou avant-hier, où tu as justement sorti les pépites de la session Oui, que vous aviez chez Romain. Je trouve ça vraiment pertinent oui. et vraiment intéressant. Franchement, c'est cool. J'aime beaucoup. Donc, je voulais te demander un petit peu quelle était la vision que tu en as de ça. Est-ce que tu cherches à dissocier ou à créer quelque chose de différent de Postadem avec le compte du coup, personnel Charlotta Pieto qui est pour plutôt les entrepreneurs ou juste perso? Mhm. Ouais, alors le compte perso chat Papito, effectivement, il est tout récent. Il a 3 mois, quelque chose comme ça. En fait, je l'ai créé parce que il y a des sujets que j'ai envie d'aborder qui n'ont pas leur place sur Postadem et où en fait, la personne qui est vraiment dans l'avatar type de Postadem, Ouais. ça la concerne pas. C'est pas, Hmm. ça peut l'intéresser, mais c'est pas vraiment ça. Et parce qu'aussi, justement, je veux pas qu'il y ait de partage non plus trop personnel sur Postadem. Donc, je me suis dit, ben, je vais créer mon compte perso. Et puis, si quelqu'un a envie des deux, il suivra les deux, hein. À la limite, ça simplifie. Donc, il y a ça comme objectif. Alors pour l'instant, en tout cas au moment où on enregistre, le compte il n'est pas spécialement animé au niveau des posts. Tu vois, j'en fais quelques-uns de temps en temps, mais Oui. justement ma community manager de Postalem qui est en train de bosser dessus pour qu'on puisse avoir quelque chose de bien quoi et de carré pour faire un truc sympa. L'objectif c'est effectivement d'aborder des sujets autres, donc plus business aussi, des sujets plus autour. Moi, je m'intéresse beaucoup à la santé. Ça peut être des sujets autour de la spiritualité, d'autres choses que évidemment la reconversion. Donc de pouvoir partager tout ça et voir un peu ce qui fonctionne pas. Moi, ça me fait plaisir. Donc c'est aussi cet objectif-là, tout bêtement. Il n'y a pas de d'objectif business, en tout cas pour l'instant. Mhm. Moi, ça m'a quand même permis. Alors si ça m'a permis, je fais des journées immersion où je passe une journée avec un entrepreneur. Euh, Souvent assez débutant, quoique pas que, mais en tout cas avec un entrepreneur en one-to-one pendant une journée immersive à Nice. En fait, on est ensemble du petit déjeuner jusqu'au soir pour résoudre ses problématiques du moment, pour le challenger, pour faire des retours d'expérience, etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai proposé via une story sur mon compte perso peu de temps après l'avoir créé. Et j'ai halluciné du nombre de candidatures. Et en fait, j'ai une liste d'attente dessus, juste avec une story sur mon compte perso. Donc, l'avantage, c'est que du coup, je suis identifiée, moi, comme fondatrice de Postadem, comme ayant une expérience entrepreneuriale. Et c'est pas lié au contenu de Postadem. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi. Donc, ça Hmm. permettra probablement, tu vois, de lancer des choses un peu différentes, peut-être un séminaire plus business, peut-être n'importe quoi. Mais justement, je crois beaucoup, au fait, dans le fait d'avoir un personal branding un peu transverse, qui est fort et qui te permet, si tu lances à un moment un autre business, que les gens se disent, tiens, ce business est lancé par Ouais. Charlotte, par Ludovic, peu importe. C'est Hmm. quelque chose dans lequel je crois beaucoup et qui met en fait beaucoup de temps à se développer. Donc c'est pour ça que je me dis, au plus tôt je commence à le faire, au mieux c'est, forcément, Ouais. Ouais. même si j'ai pas d'objectif très précis là tout de suite. Ok. Non, c'est pertinent. Plus, enfin, là, de ce que j'entends et de ce que tu me dis, tu as une expérience, une très bonne expérience qui peut aider beaucoup de personnes ailleurs que juste poser sa démission. Enfin, voilà, ce que vous faites avec Postadem. Donc, Oui, ouais, c'est oui. clair, c'est pertinent et je le vois bien les événements entre entrepreneurs et autres, ça peut être pas mal. Donc, ok, super. Carrément. En tout cas, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller suivre ce compte si vous êtes entrepreneur. Il y a de bons partages, c'est intéressant, c'est chouette. Et je fais plein de stories avec l'ambiance niçoise et je crois que Ouais, ça, en ça plaît plus, aussi. purée, je suis en Alsace là, tu vois, c'est un peu différent. Ah, Je vous ça vois à change chaque tout, hein, fois, il y mais a, il y a le, il y a le club Nice avec Aline, toi, Brenda, et encore d'autres personnes. Je me dis, purée, mais ils sont tous en ah, bas. Brenda, elle est pas à Nice pour le coup, elle est Ah, pas les à Nice, pannes. mais elle y réfléchit, mais elle vient de temps en temps. Ah ouais, elle Et, vient de temps en temps alors. ouais, non, non, ça change la vie d'être en bord de mer. Donc, ouais, Ouais, non, donc ça, c'est j'imagine. cool. Et tu vois aussi pour partager les voyages, en fait, et les moments un petit peu plus perso, je trouvais que sur Postalem, ça avait pas forcément totalement sa place. Et donc, mon compte perso me permet aussi de partager un peu mes voyages Ouais, sans culpabiliser, quoi. ouais, je comprends, c'est clair. Non, c'est top. Mm. Euh, Par rapport au côté entrepreneurial, quels ont été un petit peu les grands traits de caractère qui, toi, t'ont vraiment servi dans ton parcours? Traits de caractère ou les grandes croyances peut-être qui, toi, t'ont servi et qui enfin, qui aujourd'hui encore te servent pour mener la barque? C'est une très bonne question que je m'étais jamais posée. Euh, alors, en fait, je pense que je vais plutôt partir de quels sont mes traits de caractère et du coup Ouais. voir comment ils ont pu aider là-dedans.
En fait, le premier qui m'est venu en tête, c'est marrant, c'est que moi, je pensais jamais être capable d'entreprendre parce que je pensais que j'étais trop scolaire. C'est un truc que Ok. je raconte souvent, hein, c'est que j'étais scolaire. Enfin, j'étais première. J'ai sauté une classe, j'ai toujours première de la classe toute ma vie jusqu'au bac inclus, j'étais première. Ça faisait partie du package, quoi. Après, c'était plus le cas en prépa. Je me suis rendu compte, j'étais avec tous les premiers de la classe de la région, donc là, forcément, ça Ouais, a été autre prépa, chose. c'est un peu plus chaud, je connais. Et en fait, j'avais même plus envie de l'être après ça. Si j'avais voulu, je pense pas que j'aurais réussi de toute façon, mais je veux dire, il y avait plus du coup cette envie-là. C'était passé sur autre chose. Et donc, ce côté scolaire, en fait, je me suis toujours dit que c'était quelque chose de pas bien parce qu'en fait, j'ai été harcelée, moquée pour ça quand j'étais à l'école, quoi. Donc, je me disais que c'était quelque chose de pas bien. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, dans l'aventure entrepreneuriale, le côté scolaire, finalement, est une grande force parce que je vais savoir lire un livre, et pas dans le sens où je sais lire, hein, ça on est nombreux à savoir le faire, mais je vais savoir étudier vraiment un livre, tu vois, le côté un peu Ouais. étudiante, et du coup m'en resservir. Je vais avoir la curiosité de quelqu'un qui est scolaire, le côté carré aussi de quelqu'un qui est scolaire, tu vois, par exemple, le copywriting que je fais, que ce soit des pages de vente, des emails, etc., ben, ça n'a rien à voir avec une dissertation d'école, évidemment, mais en tout cas, sur Bien le sûr. principe, ça va mobiliser, en fait, des capacités scolaires comme on pouvait l'avoir avant. Donc ça, je pense que c'est Ouais. quelque chose qui a aidé. Après, tu as des gens qui sont encore plus structurés. Je suis pas la plus structurée, mais scolaire, ça correspond bien. Euh, Autre trait de caractère, c'est que, il y en a pas mal, mais auquel je réfléchis, c'est le besoin aussi de liberté et de tranquillité. Justement parce que dans toute une phase de ma vie, j'étais beaucoup sous la contrainte scolaire, professionnelle, etc. Et en fait, en moi, il y a un grand besoin de liberté et de tranquillité et juste qu'on me foute la paix, quoi. Hmm. Et c'est quelque chose de très, très fort. Et en fait, le fait d'avoir ça aussi en moi et d'oser et d'accepter que ça fasse partie de ma vie, ça m'a permis de créer un business qui me permet de vivre ma vie avec ce trait de caractère et d'en profiter pleinement. Donc ça a aussi pas mal aidé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Peut-être la simplicité. J'aime, tu vois, ça rejoint la tranquillité. J'aime que les choses soient simples. Je n'aime pas le conflit. Ça, c'est vraiment un truc. J'ai Ouais. une horreur du conflit. J'aime pas la complexité. Je veux que ce soit le plus simple possible. Et donc, ça m'a aussi permis, dans l'entrepreneuriat, de mettre en place quelque chose qui soit relativement simple, de pas partir sur l'usine à gaz, en tout cas d'éviter au maximum que ça le soit. Et voilà, peut-être un trait de caractère qui pourrait ressortir. Peut-être que mes amis en donneraient d'autres, mais en tout cas, c'est ce qui me vient en tête. Hmm. Non, c'est intéressant. C'est intéressant. Et le côté scolaire, bon, je te connais pas forcément personnellement, mais en tout cas, tout ce que vous présentez, c'est carré. Enfin, on voit que c'est sérieux, que c'est Mm. carré, il y a de la rigueur, ça se sent ça. Ça se sent quand, bon, la newsletter, je la connais pas, mais sur le site, les pages de vente, je suis allé voir tout ce que vous proposiez et c'est carré. Donc, je savais pas que c'est toi qui étais derrière l'écriture, mais c'est carré. Ok, super. Et justement, d'un côté croyance, quelles sont les grandes croyances fortes que Charlotte a encore aujourd'hui et qui te servent dans ton activité? Ah, alors, les croyances qui me servent, la première qui me vient, c'est que on peut réussir dans le fun et dans la joie et la bonne humeur. Ça, Ok. c'est vraiment quelque chose. Tiens, tu vois, j'avais oublié. Donc, je lui fais honneur. J'avais, en fait, quand j'ai posé Madame du Conseil, avant de monter ma boîte, j'ai d'abord travaillé dans une petite start-up et il y avait donc deux cofondateurs qui étaient d'ailleurs mari et femme. Et en fait, il s'appelait donc Nicolas, il s'appelle toujours Nicolas, et il disait, on travaille, on fait les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. C'est peut-être quelque chose que tu as pu entendre ailleurs, hein, c'est pas le seul à dire Bien ça. sûr. Mais en fait, il le répétait quasiment tous les jours, ce truc-là. Et en fait, il l'incarnait, c'est-à-dire que vraiment, on bossait sérieusement, mais c'était fun. Et moi qui venais du milieu du conseil, qui avait fait Sciences Po, machin, tu vois, le côté fun, on rigole. Alors oui, il y avait de l'ambiance au cabinet de conseil, évidemment qu'on se marrait, mais le boulot n'était pas fun en fait. Et j'ai découvert ça, je pense, à ce moment-là. Et c'est quelque chose que j'applique toujours et que je pratique. Et tu vois, les réunions d'équipe, c'est fun, quoi. On est là pour se marrer. Et quand il y a un truc qui marche, un truc qui marche pas, bah, autant le prendre à la rigolade et passer un bon moment quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment une Mhm. croyance que j'ai et je n'en démords pas. Et ça aide aussi beaucoup, tu vois, en termes de bien-être et à éviter aussi le burn-out, etc., quand les choses sont fun. Deuxième croyance, bah, du coup, c'est relié, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un jeu, comme la vie est un jeu. Un petit moment philosophie, mais j'y crois vraiment. Et c'est ce qui me permet vraiment de tout voir comme, au pire, c'est pas grave, en fait, tu vois. Si la boîte, elle fonctionne plus et qu'il faut mettre la clé sous la porte, ce qui est le pire scénario pour un entrepreneur, Ouais. on va pas en mourir, en fait, tu vois. Ça Ouais. reste un jeu. Alors, c'est dur parce que tu as investi plein de choses dedans, parce que ça fait partie de ton identité, etc. Mais en fait, c'est un jeu.
Donc, moi, tu vois, le côté un peu, j'avais la Game Boy quand j'étais petite, il y avait le jeu des Schtroumpfs, et en fait, j'imagine que c'est pareil dans plein de jeux vidéo, mais j'en ai pas joué à beaucoup dans ma vie, et t'avais les niveaux, tu devais passer les niveaux, et donc tu devais combattre des petits champignons méchants, et puis des trucs comme ça, et puis tu devais trouver les petites pièces, etc. Et donc, pour moi, je vois ça du même principe, c'est que, par exemple, tu es à ton premier niveau de chiffre d'affaires, et ben pour passer au niveau suivant, il va falloir que tu trouves les petites pièces, c'est-à-dire que tu trouves les clients, il va falloir que tu combattes les obstacles, etc. Et hop, si tu réussis ça, tu passeras au deuxième niveau, qui est ton deuxième palier de chiffre d'affaires. Pour passer au Hmm. suivant, et rebelote vraiment comme ça, un peu ad vitam aeternam, je pense. Et en fait, le fait de voir ça comme ça permet d'avoir beaucoup de recul sur ce qui se passe et ça permet de bien vivre en fait l'aventure entrepreneuriale et de pas se dire, bah en fait, la valeur de mon business, c'est ma valeur intrinsèque personnelle. Si ça marche, c'est que je suis quelqu'un d'extraordinaire et d'oublier totalement l'humilité. Et ça arrive. Ou à l'inverse, ça marche pas, donc je suis une sombre buse pour rester polie, et donc je ne mérite pas la vie. Donc en fait, c'est vraiment de voir ça comme un jeu, croyance importante. Autre croyance que je peux avoir et qui me sert aujourd'hui, c'est encore un petit peu relié, mais c'est que je ne suis pas mon business. Il y a Charlotte Apieto et il y a Postadem, Hmm. comme il y aura probablement d'autres business à un moment. C'est pas toujours facile, mais surtout qu'en plus, j'ai notamment un ami, peut-être qu'il écoutera l'épisode, qui m'appelle toujours pour rigoler. Alors, Charlotte Apieto de Postadem, comment ça va? Et en fait, je lui dis, ah, attends, ça me fait marrer, donc oui. Mais sur le principe de se dire qu'il y a vraiment deux identités différentes, c'est une croyance qui sert aussi parce que, bah, tiens, tu vois, j'ai eu des propositions de rachat. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs à date, c'est assez marrant. J'ai aussi des choses que je vais faire plus à titre perso qui sont pas liées à Postalem. Donc en fait, tout ça serait pas possible si les deux, Hmm. dans ma tête et dans les faits, étaient totalement imbriqués. Donc ça. Et je réfléchis s'il y a autre chose en croyance qui m'a servi. Parce que des croyances qui ont desservi, il y en a aussi probablement. Euh, Plus par rapport aux gens avec qui je peux travailler. En fait, je pars du principe que les gens sont bons naturellement. Ouais. Et qu'en fait, alors si bien sûr tu choisis bien la personne avec qui tu vas travailler, tu vois, mais j'ai toujours eu des personnes dans l'équipe avec qui j'ai adoré travailler. C'était très rare les fois où ça s'est mal passé et ça s'est jamais mal passé humainement, tu vois. Mhm. C'était plus que bah, les compétences correspondaient pas, etc. Mais je pars du principe que la personne veut faire de son mieux. Ça d'ailleurs, c'est un truc dans ma vie. J'ai vraiment la croyance que chacun fait de son mieux. Alors peut-être que le mieux de un tel là-bas il correspond pas à mes standards. Et dans ce cas-là, quelque part, on n'a rien à faire ensemble, mais c'est complètement OK. Mais vraiment partir du principe que chacun fait de son mieux avec les connaissances qu'il a, le mindset qu'il a, l'énergie qu'il a à l'instant T, ça permet en fait de pas entretenir de rancune, de faire preuve aussi d'empathie dans Hmm. la mesure du possible. Et je pense que c'est quelque chose qui aide aussi beaucoup Ouais. à se sentir bien. Voilà. Hmm. Ok. Top. Merci, merci pour ton partage, Charlotte. C'est riche. J'ai envie de rebondir sur la partie fun, justement. Comment aujourd'hui tu mets du fun dans la boîte, du coup, Postadem? Je mets Est-ce des vestes que roses. il y a de belles couleurs, ça c'est déjà fun. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des pratiques que tu fais? Est-ce qu'il y a des rituels que vous avez en place, des choses qui sortent un peu du commun, ou ça c'est dans l'attitude et dans la façon d'être que ça se passe? Je vois vraiment dans l'attitude et la façon d'être. Ouais, je vois plus ça en fait, c'est dans la manière d'échanger. Ouais. Tu vois, ne serait-ce que dans l'intonation avec laquelle, je sais pas, tu fais un audio à quelqu'un de ton équipe, Hmm. soit tu as un air très sérieux, très contrarié, soit tu es content en fait de lui parler. Et moi, je sais que je travaille que avec des personnes où je suis contente de travailler avec elles, sinon je travaille pas avec elles en fait. Si, Hmm. d'ailleurs, c'est un de mes critères de recrutement que je peux pas forcément d'ailleurs partager à un candidat, mais c'est la réalité, c'est que si cette personne-là, bien qu'elle soit compétente, sympa et tout, si je me dis, oh là là, si cette personne m'appelait, ou qu'on est souvent en échange, finalement, ça me gonflerait un petit peu, c'est Ouais. que c'est pas une personne avec qui je dois bosser. Donc, le côté fun, c'est que dans l'intonation, dans le fait de, quand il y a quelque chose de désagréable qui se passe, bah d'ailleurs, tu vois, ça fait quelques mois qu'on est dans une phase quand même challengeante côté business, ben, il y a des moments, on a des campagnes de vente qui n'ont pas pris comme on voulait. Des fois, il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des choses comme ça. Ben, c'est comment tu vas réagir à ça. Donc, le Hmm. côté fun, c'est que pour autant, ben, on n'est pas dans le mal, quoi. On prend ce qu'il y a à prendre comme décision, mais avec un côté sérieux mais léger. Euh, et aussi, on va toujours en tirer des leçons. Je pense que ce qui peut rendre les choses fun, c'est si d'une galère, d'un échec et d'une difficulté, tu veux en tirer les leçons parce que quand tu partages une leçon, dans l'intonation, c'est beaucoup plus facile aussi de proposer quelque chose de positif. Donc, je pense que Hmm. ça joue aussi beaucoup.
Euh, et après, faire des blagues un peu de temps en temps. Ce qui s'y prête pas toujours, c'est marrant. Moi, mon humour est totalement lié à la personne que j'ai en face. Vraiment. Ok. C'est-à-dire que selon, tu vois, j'ai un ami qui fait beaucoup de jeux de mots. Quand je suis avec lui, j'ai un jeu de mots à la minute qui me vient. Si j'ai quelqu'un, par contre, qui va pas être tellement tourné humour, je vais avoir beaucoup plus de mal à faire des blagues. Et c'est pas grave, c'est juste un style de communication différent. Si j'ai quelqu'un qui va être un petit peu, comment on appelle ça quand on est un peu dans l'ironie, dans le cynisme, ben je vais le faire aussi. Euh, Tu vois, et donc avec l'équipe, je sais que je vais aussi avoir un rapport au fun différent selon la Hmm. personne avec qui j'échange. Voilà. Et selon le Ok. nombre de personnes qu'on est, etc. Donc ça dépend. Ok. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on voit, ok, on est entrepreneur, mais on n'est pas que entrepreneur. Il y a aussi le côté humain et bah juste si t'es fun et que t'as envie de faire des blagues, bah fais-en. Moi, c'est pareil. C'est un des critères quand j'ai des appels avec des prospects. C'est ok, il y a leurs critères, il y a mes critères. Un de mes critères, c'est t'acceptes qu'on rigole aussi à un moment donné et que qu'on Mm. s'éclate et qu'on puisse aussi bah faire des blagues ou autre quoi, parce que dans le sérieux, c'est pas forcément les relations que moi j'ai forcément envie d'avoir. J'aime bien aussi déconner, j'aime bien aussi rigoler, j'aime bien aussi faire un peu le con des fois, tout en restant sérieux bien sûr, mais ouais, c'est important je pense de l'avoir et ouais, ok, top. Tout à fait. Euh, tu mentionnais dans le début la vision. C'est revenu plusieurs fois. C'est un sujet super important et qui pour autant peut mettre pas mal de personnes en difficulté lorsqu'il s'agit de poser une vision. Moi, le premier, j'ai eu pas mal de difficultés à le faire à certains moments et je voulais savoir un petit peu, bah, pour toi, déjà sur combien de temps tu portes la vision, tu la travailles et de quelle façon. Est-ce que tu as un processus? Est-ce que c'est tous les 3 ans la Vivid Vision? Enfin, c'est quoi un petit peu? Comment est-ce que tu mets ça en place? Alors, je suis pas non plus une référence en termes de vision. Tu vois, on parle de Romain, par exemple, Romain Collignon. Ouais, Alors lui, vision vivide, il peut te donner la vision à 25 ans, pro perso, mais vraiment, en plus, littéralement à 25 ans. Coucou Romain, si tu m'entends. Je trouve ça fascinant. D'ailleurs, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 3 ans, ouais, c'était pendant le confinement. Il avait fait un atelier pour les membres sur le sujet de la vision, et donc il avait fait une mind map où il expliquait vraiment comment structurer sa vision et ce que lui répondait à chaque fois. ok, Et ça m'avait mis une angoisse. Je m'étais dit, mais je suis incapable de répondre à tout ça, je n'en sais rien. Et en fait, c'est quelque chose que j'admire chez Romain, mais où j'ai compris que c'était pas mon truc. Et je suis ouais, totalement à l'aise avec ça. Parce qu'en fait, comme dans ma vie personnelle, j'ai plus une vision en termes de qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, hmm, plutôt que quelle sera la situation. Et en fait, souvent, quand on parle de vision, on parle de situation. Par exemple, je vais faire le parallèle avec la vision vie personnelle, tu vois, qui est un truc qui peut parler à tout le monde. Il y a des personnes qui vont dire, bah voilà, dans ma vision, je veux rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, et en fait, on sera ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Je veux me marier, avoir une grande famille, et je veux rester toute ma vie avec cette personne-là. Ça, pour moi, c'est une vision situation. C'est-à-dire que sur le papier, hop, ça ressemble à ça. Vraiment, on dresse le portrait du truc. mhm, Ce qui est tout à fait légitime, hein, attention, c'est pas l'un est bien ou pas bien, c'est juste dans ouais, lequel on se reconnaît. ouais, Moi, par exemple, cette vision-là, elle ne me parle pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Tu me dis ça, non, ça va pas. Et ça peut marcher d'ailleurs pour d'autres choses dans la vie, même le lieu de vie, tu vois, c'est la même chose. Là, j'adore Nice, je sais pas où je serai dans X années. Donc, dans la vie personnelle, ça pourrait être, bah, moi, je sais que dans, par exemple, 25 ans, ce que je veux, c'est être épanouie, c'est-à-dire avoir une vie personnelle, amoureuse qui correspond à mes aspirations à ce moment-là et à mes besoins à ce moment-là. Mais j'en sais rien hmm, de à ce moment-là. Est-ce que j'aurais envie d'avoir des enfants ou pas? Est-ce que j'aurais envie d'être en couple ou pas? Autant dans 25 ans, ma meilleure vie, ce sera de pas être en couple en fait et de vivre une période de célibat choisi, tranquille. Je n'en sais rien. Donc en fait, c'est pour ça que la vision à trop long terme, chez moi, n'a pas de sens. J'en parlais d'ailleurs aussi avec mon coach, tu vois, où il me challengeait là-dessus, puis il a fini par me dire, non, mais en fait, c'est que tu n'arrives pas à te projeter au-delà d'eux, et c'est complètement OK. Mais du coup, ça veut dire que tes choix d'aujourd'hui, tu les fais sur une vision de beaucoup plus court terme. Ce qui fait que ouais, moi, j'arrive à avoir une vision à 2 ans, 3 ans. Je sais ce que je veux développer d'ici 2 ans, 3 ans, et c'est tout. Et ça me va hmm, très bien. Mais du coup, ce que je fais, c'est que ces 3 ans, je fais en sorte que pendant ces 3 années, je vais créer le maximum d'actifs. Parce qu'en fait, les actifs, tu pourras les réexploiter de plein de façons différentes. Un peu comme dans la vie amoureuse. Si ta vision, c'est de devenir une personne, une meilleure personne, je mets des guillemets, mais dans le sens de oui,
une personne qui a un mindset au top, qui a un mindset de croissance, qui est en bonne santé, qui présente bien, qui a des compétences relationnelles aussi, des capacités de communication dans le couple. En fait, là, tu crées des actifs qui vont te permettre dans X années, quelle que soit ta situation personnelle, que ça se passe bien, en fait. Et donc, ça a du sens à ce moment-là. Moi, je vois ça de la même façon dans le business. Mon objectif, c'est de créer des actifs, c'est-à-dire une liste email de qualité, des produits de qualité, un branding de qualité, un personal branding de qualité, un réseau de qualité, des compétences, des connaissances, une équipe, tout ça, moi, c'est là-dessus que je me concentre. Pas sur un portrait, une image théorique, hypothétique dans X années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais quelle est la stratégie pour Postadem, je sais ce qu'il y a à développer, je sais quel modèle économique on développe et comment s'y tenir, quels sont les indicateurs à suivre, ce genre de choses. Mais ça s'arrête là, chez moi. Ça s'arrête là. Donc voilà, après, je peux avoir des envies, je peux avoir des idées, mais c'est pas ce que je considère comme ma vision. Tu vois, alors je vais garder son anonymat pour le coup, mais je pense à une personne qui était en mastermind avec nous la semaine dernière et qui, pour le coup, la vision peut te donner à 10, 15 ans, je sais plus comment elle a dit, vraiment, alors il y aura justement une fondation, il y aura tant de personnes accompagnées, il y aura ci, il y aura ça. Ben voilà, c'est un autre principe de fonctionnement. Donc, pour ceux parmi nous, un peu la conclusion de ça, qui n'arrivent pas à fixer un espèce de portrait à long terme, c'est plutôt de se concentrer sur qu'est-ce que je veux ressentir et quels actifs je veux créer qui auront de la valeur, quel que soit ce que je crée à l'avenir. De toute façon, tu vois, hein, je suis sûre que tu l'as constaté chez toi. Le toi d'aujourd'hui, il n'a pas la même vision, les mêmes envies, les mêmes besoins que le toi d'il y a 1 an, d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, en fait. Donc, et voilà. Donc, faut accepter, je pense, ce mouvement, mais construire des choses qui ont de la valeur. Et ce qui a le plus de valeur, c'est nos compétences, notre réseau, notre mindset. C'est super pertinent ce que tu dis. Et tu vois, j'ai pu le lire juste avant de poser la question, c'est ça bloque beaucoup de personnes. Comme tu as pu le dire, quand tu vois une personne qui arrive à projeter, à se mettre la vision, t'angoisses, tu te dis merde, mais moi j'y arrive pas, je suis pas. Il y a un problème. Et en fait, non, il n'y a pas vraiment de problème. Mais c'est intéressant ce que tu dis, se concentrer sur la création d'actifs, de valeur, le mindset que je veux avoir, ce que je veux ressentir. Ça, c'est un très bon point. J'ai l'enregistrement, hein, mais du coup, je vais pouvoir reprendre ça et méditer là-dessus parce que c'est vachement pertinent. Justement, en termes de, ok, t'as la vision à 3 ans, tu crées des actifs, ouais. La vision, tu peux l'avoir soit sur le nombre de personnes impactées potentiellement, et du coup, tu vas déterminer derrière combien de personnes j'ai besoin d'avoir dans ma liste email, ou c'est comment est-ce que, si on rentre juste un peu plus dans le détail de comment est-ce que toi tu fixerais un objectif par exemple, je sais pas sous combien, est-ce que c'est des plans de 90 jours ou autre, mais comment est-ce que du coup tu arriverais à le déterminer et à faire la cascade inverse du coup par rapport à la vision? Moi, j'ai un prévisionnel à 3 ans. Donc, je sais, en fait, par rapport au chiffre d'affaires et à la rentabilité que je veux avoir, ce que ça représente, en fait, en termes d'investissement publicitaire, en termes de KPI, taux de conversion, etc. Donc, j'avais fait tous ces calculs-là à un moment basés sur des hypothèses qui sont basées sur l'existant, mais l'existant, il évolue aussi parce que le marché évolue. Donc, en fait, ça aussi, tu vois, c'est quelque chose qui est assez mouvant. Mais en tout cas, je me base là-dessus. Je sais ce que ça représente aussi en termes de nombre de clients parce que je connais aussi le panier moyen. Donc, en fait, j'ai pu baser ce prévisionnel sur de l'expérience déjà acquise, en fait. Je me suis basée sur des chiffres, tu vois. Donc, c'est même presque plus du prévisionnel financier que de la vision. Maintenant, la question, c'est, dans le côté visionnaire, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon marché, qu'est-ce que j'ai envie de créer. Est-ce que, par exemple, j'ai envie, je sais pas, une vision d'avoir une fondation, pour s'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément l'argent pour se payer les formations. Est-ce que c'est plutôt de développer le côté présentiel et dans ma vision, je remplis un séminaire, tiens, je remplis le Zénith par exemple. Tu vois, ça peut être plein de choses différentes, la vision. Ça peut être aussi la vision de, tiens, j'ai des bureaux dans lesquels j'ai mon équipe et j'ai peut-être une vingtaine de personnes qui travaillent là, où il y a une super cohésion d'équipe et où on peut organiser des événements pour les clients sur place et créer ce lien entre l'équipe et les clients. Il y a plein de visions quali. Tu vois, il y a le quanti et il y a le quali. Donc, et c'est le quali qui a tendance à pouvoir évoluer d'ailleurs. Mais voilà, ça peut être tout ça. Donc moi, comment je fixe mes objectifs? Je fais un mix entre mes envies pour l'année. Donc je sais que cette année, par exemple, tiens, est-ce que j'ai envie de faire du présentiel ou pas? Cette année pour Postadem, la réponse était non. Peut-être que l'année prochaine, ce sera oui. Et dans ces cas-là, eh bien, il y aura dans les projets de l'année de faire un séminaire. Donc il y a le mix envie et c'est mélangé au côté chiffré de est-ce que ce serait quelque chose de pertinent ou pas? Est-ce que ça fait partie des priorités ou pas?
par rapport à notre Ouais. modèle économique. Donc, ça va être un mélange des deux, en fait. Ok. Ouais. Non, c'est Et après, il y a intéressant. la vision très personnelle, de partir de la vision personnelle. Par exemple, si ta vision, c'est, je sais pas moi, de prendre l'année prochaine une année de pause où tu as envie de voyager et pas de développer à fond ton business, Hmm. tu dis ça par exemple pour l'année prochaine, ben cette année, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'un point de vue opérationnel, tu vas devoir mettre en place un système dans ton entreprise qui ne dépend pas de ta présence, qui est prédictible et qui pourra être délégué, géré par d'autres personnes pour que toi, tu puisses prendre à la limite ton congé sabbatique d'un an. Ouais. Ou à l'inverse, peut-être que dans un an, c'est là que tu veux remplir ton zénith et donc ton gros focus de l'année qui va précéder, ça va être quoi? Ça va être de te faire connaître au maximum, de développer peut-être ton réseau dans l'événementiel aussi pour avoir des bons plans, des recommandations, etc. Et de capitaliser tout sur cet événement, même en termes de communication. Si pareil, ta vision, moi j'avais la vision d'écrire un livre à un moment, donc cette vision-là, elle est validée, ça a été fait. Si tu as la vision d'écrire un livre, eh ben, tu sais que ton année, elle va être dédiée à ce projet-là. Ouais. Ouais. Ok. Donc, c'est vraiment ça. Et savoir quel est le pourquoi, en fait, derrière une vision. Parce que un livre, la vision peut être de développer le business. Et donc, déjà, ça va être différent. Si c'est vraiment pour faire de l'argent, déjà, ça va impacter ta décision d'être auto-édité ou de te faire éditer chez un éditeur. Si ta vision du livre, c'est la reconnaissance, est-ce que c'est la visibilité, est-ce que c'est l'ego, mais pas dans le mauvais sens du terme. Enfin, je veux dire, on a tous notre ego qui nous drive Bien et sûr. c'est OK, hein, ça fait partie du jeu de l'être humain. Donc, est-ce que c'est C'est ça? ce qui fait qu'on crée Est-ce ce qu'on que c'est crée, hein. de... Exactement. Est-ce que c'est d'avoir vraiment quelque chose de papier que tu pourras transmettre, par exemple, à des enfants, tu vois? Hmm. Il y a Ouais. plein de pourquoi différents derrière la vision, donc de partir de son pourquoi personnel, la vision et ce que ça nécessite d'un point de vue opérationnel pour mener ça à bien. Et c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup à l'année, en fait. Je trouve qu'un an, c'est bien parce que tu as le temps de faire des choses quand même assez costauds. Euh, en même temps, ça passe assez vite, donc tu peux pas procrastiner trop longtemps. Ok. Ok. Ouais, c'est vachement pertinent. Je pense que c'est propre à chacun et ouais, c'est une bonne façon de voir les choses et je pense que ça peut bien s'imbriquer entre guillemets sur, comme tu as pu dire, la vision à 3 ans, c'est pas, enfin, à 3 ans, je pense que ça se tient. Moi, c'est quelque chose que je suis en train de Mm. retravailler, en train de revoir, je suis en train de tout refaire. 3 ans, je pense que ça se tient. Plus, j'arrive pas non plus à me projeter, c'est trop, c'est trop et Mm. ouais, je vois très bien comment tu l'articules. Donc ouais, merci pour ce partage. Euh, j'ai euh, j'ai envie de te demander un petit peu quelles sont les deux plus grosses prises de conscience que tu as pu avoir sur le business ces derniers temps. Ça peut être sur l'année ou ouais, vraiment les deux grosses choses où tu t'es dit, ok, là il y a eu un gros déclic, une grosse prise de conscience. Mm. Pas facile comme question. Euh, Première prise de conscience, c'est, bah, tiens, tu vois ce que je te partageais sur les hypothèses basées sur des chiffres, etc., c'est que il Ouais, y a un espèce tu sais, de mythe lié au livre, tu sais, la semaine de 4 heures, ouais, on va mettre en place un système et en fait, il y aura plus que à l'entretenir et puis ça tournera ad vitam aeternam. Tu vois, par exemple, ouais, j'espère que ça pose pas souci, il y a des travaux qui se lancent derrière moi, j'espère qu'on n'entend pas on n'entend rien. dans mon micro. Bon, ça va. Et en fait, il y a ça, tu vois, des personnes qui vont dire, ah, bah, moi, je veux poser ma dème et en fait, je veux créer un business qui va m'apporter des revenus passifs. Bon, je crois que il y a quand même un peu un espèce de mythe autour de ça parce que Ouais. déjà, je connais personne qui a un business qui rapporte vraiment de l'argent et qui tourne tout seul sans y mettre les pieds. Vraiment, je connais personne comme ça. Il y en a qui s'en rapprochent, tu vois, qui s'en rapprochent plutôt bien. Mais il y a toujours, en fait, des challenges qu'on n'avait pas vu venir. Et c'est ça, en fait, la prise de conscience de ces derniers mois, notamment, parce qu'on est dans une phase quand même compliquée, tu vois, là, en ce moment, sur notre marché. Donc, moi, je le ressens vraiment, je ressens les effets. C'est que tu as beau avoir tout mis en place pour que ton truc, il tourne tout seul, nickel, etc., super propre. T'es jamais à l'abri d'une Hmm. actualité qui va t'impacter, d'un changement réglementaire, de n'importe quoi. Ouais. Et donc ça, grosse prise de conscience. Et d'ailleurs, tu vois, c'est drôle parce que j'ai vécu un moment assez marrant il y a, je sais pas, 3 semaines, quelque chose comme ça. C'était justement un de ces moments où tu sais, t'as tout bien préparé comme il faut, tout est nickel, t'as bien bossé l'équipe aussi. Et bam, il y a un truc sorti de nulle part qui t'attaque, tu vois. Vraiment, c'était ça. Et je me disais, mais c'est pas possible quand même, tu vois. Donc un peu saoulée par ça, puis en même temps, bon, bah, c'est le jeu. Et puis, bah, je fais ma pause déj du midi, et donc j'étais à Nice chez moi, et j'ai une terrasse, en fait, à Nice, une grande terrasse, et en fait, sur cette terrasse, il y a un tapis de terrasse qui est assez léger. Et par-dessus, quand j'ai envie de manger au soleil, bah, qu'est-ce que je fais? C'est que je me mets un petit tapis de plage par-dessus.
Et voilà. Et donc, je me dis, allez, je vais me faire mon petit déj au soleil tranquille. Donc, j'ai une grande salade composée, j'ai un gobelet avec de l'eau. Enfin, je me fais tout mon petit setup, machin. Je m'installe sur mon petit matelas de plage, bien, j'enlève mon t-shirt, tout ça. Enfin, je suis bien pour faire bronzette et manger, tu vois. Je suis toute contente. Et là, il y a une espèce de bourrasque qui se lève, un vent qui arrive et blanc, j'ai mon tapis de terrasse du coup qui est assez léger, qui se soulève complètement. Donc moi, je me reçois ma salade, je me reçois mon verre d'eau, tout tombe sur mes vêtements, sur moi. Je me prends toute la poussière en plus dégueu du tapis d'extérieur, tu vois, je me prends tout dans la tronche et j'ai mon déjeuner que j'avais tout bien préparé et tout. Pourri, quoi, terminé. Alors, j'ai réussi à Ouais. récupérer une petite partie de la salade quand même, il faut savoir. Ouais. Mais en fait, ça m'a fait marrer parce que en l'espace de 3 secondes, tout ce que j'avais bien préparé pendant plusieurs minutes, c'était chaos, quoi. Et je me Ouais. suis dit, mais en fait, c'est pas que tu as mal fait les choses, c'est que tu as beau faire de ton mieux, tu peux jamais garantir le résultat. Donc en fait, statistiquement, au mieux tu fais les choses, au plus tu as de chances que ça se passe bien, tu vois. Oui. Mais tu n'es jamais à l'abri d'un espèce de revers inattendu. Et ça a été, bon voilà, ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, c'est exactement là ce qu'on est en train de vivre à ce moment-là dans l'activité, donc c'est rigolo. Mais du coup, c'est, je pense, la prise de conscience principale et l'avantage de ça. Alors, il y a un côté frustrant, mais il y a aussi un côté apaisant de te dire, ben, à un moment, lâche prise sur les résultats. Peut-être que c'est pas juste parce que tu as vraiment ce sentiment d'injustice. Peut-être que ça devrait pas se passer comme ça. Peut-être que, ok, mais en attendant, c'est là. Et ce qui compte, c'est vraiment de faire de ton mieux. Et ensuite, tu verras bien les résultats qui arrivent. Donc ça, c'est la première prise de conscience. Est-ce que c'est clair comme C'est très partage? clair. Non, c'est très Ouais. clair. Merci. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième prise de conscience que j'ai pu avoir. Euh, je réfléchis un peu moins mindset, mais peut-être plus business à la limite. Ouais, non, c'est vraiment l'importance. Alors, c'est pas nouveau, mais ça a été confirmé par certains échanges que j'ai eus, notamment pour, tu vois, je t'ai parlé de discussions sur un rachat potentiel. En fait, au plus ton business, il est carré, organisé, au plus il est prédictible, au plus, en fait, il est indépendant. Et au plus, tu auras, toi, de liberté pour éventuellement le vendre ou pas le vendre, pour le piloter, pour avoir un DG qui va gérer un moment. Tu vois, il y a plein de solutions, en fait, si tu as un business qui est propre. Et Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'avoir une marque aussi qui est attractive et qui a une bonne notoriété, parce que c'est ça qui va en fait t'attirer des opportunités. Donc, toujours travailler derrière un excellent programme que j'ai suivi sur le sujet, un livre que j'ai lu là-dessus, c'est toujours penser que ton business, peut-être qu'un jour, il faudra que tu en sortes. Et un peu comme, il y a un livre aussi qui s'appelle The Imit de Michael Ah oui. Gerber, je sais pas comment on dit, Ouais. qui explique de toujours penser ton business comme si un jour, tu allais le franchiser. Et je trouve que c'est génial parce que même si tu veux pas le franchiser, même si tu veux pas le vendre ton business, on s'en fiche, c'est de le penser, de le construire et de le développer comme si un jour ce serait le cas. Parce que en faisant ça, eh ben, si un jour vraiment tu veux le franchiser ou le vendre, ben génial parce que tu as préparé ce qu'il fallait pendant des années. En revanche, si tu décides de le garder, bah, tu auras le truc le plus propre et solide possible et ce sera toi qui le géreras. Alors que si tu gardes dans ta tête que toute ta vie, de toute façon, ce sera ton bébé, que ce sera artisanal et tout, bah en fait, tu vas finir par être au bout du rouleau et tu vas pas le construire de façon intelligente, en fait, quelque part. Et pareil, peut-être qu'aujourd'hui, ben, tu es tout seul, tu te dis, ah, moi, je vais rester toujours tout seul, t'en sais rien. Peut-être qu'à un moment, il faudra que tu aies quelqu'un avec toi dans l'équipe, voire plusieurs personnes. Et si ton business est une espèce de gloubi-boulga où personne n'y comprend rien, quand tu vas devoir intégrer quelqu'un à l'équipe, recruter, ça va être un enfer le truc. Donc, bon, tu finiras par y arriver, évidemment, c'est ce que Ouais, tu ouais. veux, mais le processus sera beaucoup plus complexe. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir, n'est-ce pas? Ben, c'est exactement ce principe-là. Ok. Donc, si je retiens le deuxième de ce que tu me dis, c'est toujours construire et penser tout ce qu'on fait comme si on devait vendre notre activité ou en tout cas la laisser à quelqu'un Exactement. demain et qu'il se débrouille tel quel. C'est exactement ce que j'ai pas Exactement. fait Et ben voilà. jusqu'à présent. Très, très Non, important. Et mais d'ailleurs, si je ouais. devais recommencer un autre business, je ferais ça. Si là, tu vois, des fois, je réfléchis à d'autres idées de business. Parce que je trouve ça fun de réfléchir à des Ouais. idées de business. Et à chaque fois, je pense le truc en me disant, mais imagine que tu en sortes. Toujours dès le début, c'est pensé comme ça, en fait. Ouais, ouais, non, mais c'est très pertinent et ça donne une autre dimension entrepreneuriale à ce que tu fais dans le sens où bah t'es entrepreneur, c'est un métier entrepreneur entre guillemets et bah c'est surtout mettre des process en place et réfléchir aux choses, de les mettre de façon systémique aussi dans ton entreprise potentiellement. Il n'y a pas que le côté artiste et créatif. Et je sais que Oui. moi je suis un côté plutôt artiste créatif aussi, structurel aussi. À la base je suis ingénieur donc je l'ai quand même ce côté carré, mais voilà pour autant il y a des choses que j'ai dû délaisser et mettre de côté pendant un moment et aujourd'hui je le paye.
Aujourd'hui, je le paye. Il faut que je rattrape tout ça et à refaire, c'est 100% pareil. Donc, tout ce que je fais, je le fais vraiment proprement et je fais ça de façon structurée parce que là, ouais, justement, j'avais pour recruter une assistante et elle me demande, mais du coup, il y a déjà le process, tout est déjà en place? Oui, oui, oui. Bien sûr, demain, Ouais. ce sera bon. Ouais, là, je me suis dit, merde, ouais, là, je paye une dette, là. Donc, ouais, c'est un très bon point. Merci pour le partage. Apprendre au plus tôt, ce point, vraiment. Est-ce que il y a eu de grandes ressources ou de grandes sources d'influence que tu as pu avoir sur ton parcours entrepreneurial? S'il y a des personnes qui te viennent ou peut-être des programmes, mec, qui te viennent, des choses qui te viennent à ce niveau-là? C'est une bonne question. Alors, la première chose qui me vient, déjà, c'est mon associé, avec qui je me suis associée il y a 2 ans maintenant, maman, on enregistre. Donc, clairement, grande source d'inspiration pour moi. Il m'a apporté énormément, il m'apporte évidemment toujours énormément en termes de structure business, d'intelligence business, de mindset aussi, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou l'investissement. Donc, clairement, il a joué un grand rôle sur les 2 dernières années. Un petit peu avant, il y a eu Romain Collignon. Je cite notre cher Romain qu'on a cité plusieurs fois déjà aujourd'hui. Donc, c'est la star de cette session. Clairement, parce que Romain, tu vois, j'ai rejoint le Mastermind 67 en 2020. Donc là, c'est ma 3e année où je suis dans son Mastermind. En fait, Romain, ça m'a énormément apporté parce que déjà lui, le cadre Mastermind, les rencontres, l'énergie qui en est dégagée. Enfin, vraiment, il y a eu un avant-après. Donc ça, clairement, Romain. Avant ça, c'est plus difficile à dire. J'ai pas vraiment eu, tu vois, un peu de figure de référence où j'ai picoré un petit peu partout. Notamment, tu vois, j'avais été coachée pendant une brève période par Alexandre Dana de Live Mentor. Voilà, mais donc c'était plus, j'allais picorer des choses un petit peu différentes. Ok. Voilà. Ok. Non, c'est intéressant. Dans les personnes que tu as pu mentionner, on a directement une grande culture entrepreneuriale, entre guillemets, de créer des sociétés. Alex avec Live Mentor, qui est passé sur le podcast aussi. Je saurais plus quel épisode c'est, mais qui est passé aussi. Et moi aussi, je m'étais formé chez eux avec Live Mentor, du coup, par leur programme qu'ils avaient mis en place il y a 3 ans, un truc comme ça. Et on sent tout de suite le côté entreprise, le côté structurant, le côté... tu vois, il a mis du lead en place dans sa boîte. C'est des choses que peu de personnes font et qui au final qui font qu'une entreprise puisse bien tourner et puisse continuer à progresser avec le Kaizen, la philosophie derrière. C'est donc on sent le côté structurant aussi que toi t'as du coup dans ton entreprise. Top. Tout à fait. On arrive vers la fin. J'ai les petites questions un peu fun. Et la première, c'est quel est le meilleur investissement que tu as pu faire à moins de 100 euros? C'est-à-dire, j'ai peur des petites questions fun de la fin d'un podcast parce que c'est toujours les trucs où tu es là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre. Le meilleur investissement que j'ai fait pour moins de 100 euros. J'ai une réponse incroyable. Un réveil matin. Un vrai réveil matin qui n'est pas un téléphone, ce qui me permet de ne plus, depuis longtemps maintenant, ne plus avoir de téléphone dans la chambre et donc d'avoir un bien meilleur sommeil, d'éviter d'être sur le téléphone, tu vois, à pas d'heure ou quand tu te réveilles la nuit, de regarder l'heure dessus, de voir que tu as un message et du coup de cogiter. Donc un réveil matin, ça coûte, je crois, 25 euros, ça m'a coûté et très très utile. Oui, attends, je te donne un deuxième, je triche, mais franchement, tu vois, que j'ai, pour ceux qui ont la vidéo, c'est génial, c'est tout bête, parce qu'en fait, je bois pas mal de tisanes, et notamment, c'est les tisanes en vrac, certaines que je fais faire, en fait, sur mesure, grande fan de tisanes, et en fait, c'est toujours un petit peu pénible, le vrac, parce qu'il faut l'espèce de petite boule, là, pour le thé, et en fait, ça, c'est génial, parce que t'as ton mug, qui déjà tient très bien la chaleur, et t'as une paille, en fait, qui permet, qui filtre, c'est la paille qui filtre, c'est très, très pratique. C'est la paille, donc tu mets tout dedans, tu mets l'eau? C'est la paille qui filtre. Ok. Exactement. Attends, je vais te montrer, mais tu vois, c'est bien ça. t'as une petite paille comme ça. Et c'est elle qui va filtrer. Voilà. Ok. C'est très pratique. Ça, c'est pas mal. Et du coup, t'as pas le risque que ça soit trop infusé, non? En fait, tu vas doser. Parce que c'est marrant parce que tout le monde me pose la même question et je ne l'avais pas posée, mais c'est une excellente question en fait. Écoute, j'ai pas ce problème et du coup, je dose aussi ce que je mets dedans. Tu doses, je pense, un petit peu différemment. Et puis, c'est pas du thé, c'est de la tisane. En plus, moi, c'est des tisanes un peu médicinales. Donc, du coup, je dose bien ce que je fais. Voilà. Je bois aussi beaucoup de thé, c'est pour ça que je trouve ça pas mal. Moi, je bois aussi beaucoup de thé, mais des thés japonais. Si je les laisse trop longtemps, c'est plus tellement bon. C'est plus amer que... Ok.
Super. L'été, il faut être plus vigilant. Voilà. Ouais, Voilà. parfait. Bah, écoute, merci pour ce partage. Tu as parlé beaucoup de livres du coup, et je voulais te demander quels sont les livres que tu as envie de recommander pour une personne qui entreprend, forcément, voilà, ceux qui t'ont le plus marqué, le plus impacté. Alors, le premier que je vais donner, il a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais vraiment, lisez-le. Ça s'appelle Glucose Révolution. Ah Je ouais, ne sais pas si tu connais, elle est de plus ouais. en plus connue, on en entend beaucoup parler en ce moment. Et en fait, je recommanderais ça parce que, surtout en plus, là, je reviens de Mastermind et à chaque fois, je suis très étonnée, on va dire, enfin étonnée, un peu atterrée par le décalage qu'il y a dans l'investissement pour avoir plus de performance business. Et par contre, rien du tout en ce qui concerne la santé, la vitalité. Et en fait, si tu veux être performant dans ton business, si tu veux être bien, si tu veux être en belle énergie, productif, tout ce que tu, tout ce que tu veux de Hmm, positif, en fait, à la base, c'est ta santé, c'est ton énergie ouais. vitale. Et en fait, s'il n'y a pas ça, tu vas être toujours dans la lutte. Alors des fois, tu te rends plus compte, hein, j'en connais comme ça, qui effectivement sont productifs, performants, machin, mais qui luttent, qui luttent, qui luttent. Et je me dis, mais à un moment, le corps, il va forcément lâcher. Et en fait, d'expérience, depuis, il y en a où je m'étais dit ça, où oui, le corps, il a fini par lâcher. Donc, c'est des personnes Hmm, qui ont passé 6 mois, un an très, très difficile. Et même si elles remontent un peu la pente, hop, le truc revient. Enfin, tu vois, vraiment, ouais. pour moi, c'est la base. Et donc, alors, Glucose Révolution, il ne va pas aborder certains principes de base de l'alimentation. Il n'est pas suffisant à lui tout seul. Mais par contre, pour comprendre quelques hacks, déjà pour optimiser on va dire son taux de glycémie, c'est génial. Et tu vois, moi, il y a une des Hmm, astuces que j'ai mises en place alors j'ai déjà une très bonne hygiène de vie, mais il y a une ouais. des astuces que je ne connaissais pas et qui pour moi a vraiment changé la donne et qui me permet d'avoir une encore meilleure énergie et notamment d'éviter la sieste du début d'après-midi parce que j'ai toute ma vie eu besoin d'une petite sieste flash en début d'après-midi. Je n'en ai plus besoin dès que j'applique ça. Là, tu vois, en mastermind, autant te dire qu'on mange tout le temps, que machin, je l'applique pas. Et bien évidemment, j'avais le coup de barre de l'après-midi, forcément. Mais donc, Glucose Révolution, je recommande à 3000%. Voilà, premier livre. Deuxième livre, business, que je recommanderais. Alors, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, mais La tribu des mentors de Tim Ferriss, qui est un livre moins connu de Tim Hmm, Ferriss, où en fait, ouais. dedans, il interviewe 300 entrepreneurs, artistes, acteurs, auteurs, sportifs, etc. Enfin, des personnes qui ont réussi, entre Ouais. guillemets. Et en fait, il va leur poser toujours les mêmes questions. Et je trouve ce livre très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte de la variété, la richesse des réponses possibles à une même question chez des gens qui ont des niveaux de succès aussi différents. Donc, ça permet de voir qu'il n'y a pas une seule manière de vivre et une seule manière d'appréhender le business et la vie. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre? Tu sais, c'est toujours quand tu cherches que tu ne trouves pas, évidemment. Je prends quelques secondes pour y réfléchir. Yes. Alors, c'est pas un livre, c'est un e-book que j'avais acheté qui s'appelle Exit DNA, donc Exit, E-X-I-T, DNA. Et en fait, c'est un e-book qui t'explique les bases justement de comment structurer l'entreprise pour pouvoir la vendre un jour. Et je trouve que pour ça, c'est très intéressant parce que ça permet de se poser les bonnes questions Hmm, et d'avoir les fondamentaux pour une boîte qui peut tourner sans toi. Je regarde un petit peu ma bibliothèque, mais il n'y a pas tout là-bas. Mais je pense que c'est les trois principaux que je donnerais. Après, il y en a tellement. Tellement, tellement hmm. de livres. Alors, je viens d'en finir un que je n'avais encore jamais lu alors qu'il date, ce livre. C'est un roman qui s'appelle Mange, Prie, Aime de Ah, j'ai Elisabeth déjà Gilbert. Il y entendu. a eu un film qui a été fait. Moi, je veux pas voir. Déjà, j'aime pas regarder des films. J'ai pas plaisir à regarder des films. Et alors, en plus, les films de livres que j'ai lus, certainement pas, parce que ça va changer la vision que j'en ai. Donc, je ne verrai pas le film, mais le livre est extraordinaire. Je crois que ça fait 3 mois que je suis dessus. En fait, je savoure vraiment ce livre, page après page. Je prends des notes, je souligne. Je le trouve génial, absolument génial, parce que la transparence de l'expérience de l'auteur, les expériences qu'elle vit, les leçons qu'elle en tire, le cheminement, c'est absolument passionnant. Et il y a beaucoup Hmm. de choses, je pense, qu'on peut exploiter dans notre vie et donc, évidemment, par extension, dans notre vie entrepreneuriale. Donc voilà. Ok, super. Glucose Révolution, je l'ai déjà entendu, j'ai déjà lu des livres sur la santé et où ça parlait justement de glycémie, notamment Darren Orian. Il a un bouquin, ça s'appelle Life Force. Non, je confonds avec Tony Robbins. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, j'avais déjà étudié le sujet et c'est vrai que ça joue un rôle énorme. Notamment, j'avais mis en place le jeûne intermittent Mm. et punaise, l'énergie que j'ai le matin en étant à jeun, c'est incroyable. Mais vraiment, tu sens tout de suite la différence. Mm. Le pain que t'enlèves et ainsi de suite. Pareil, le coup de barre, moi je dormais aussi à chaque fois. C'est dingue à quel point ça joue sur nos performances. Donc ouais, c'est top que tu recommandes ce livre. Du coup, c'est le prochain que je vais lire, je pense. Et justement, la lecture, c'est quoi la place que ça occupe un petit peu dans ton quotidien?
Ça occupe de la place. Ouais. Alors, il y a des périodes où je vais beaucoup lire, d'autres un petit peu moins. Mais ça occupe quand même de l'espace. Et notamment, tu vois, j'ai donc soit des livres papier, soit Ouais. je te montre ce petit ustensile ici, une Remarkable, qui est un Hmm. outil que j'adore. Et en fait, c'est, évidemment, je l'ouvre à l'envers, parfait. Hop, c'est en fait une tablette où tu peux avoir aussi bien des livres type e-book que tu peux avoir dessus, Ouais. que des notes que tu vas prendre toi-même avec un stylet pour Ok. écrire à la main. Et en fait, c'est génial parce que pour la lecture, ça te permet déjà de l'emporter partout. Bon, ça, ceux qui ont des liseuses, ils sont au courant, il n'y a rien de révolutionnaire. Pour moi, ça l'est. Mais c'est surtout qu'en fait, tu peux annoter directement dedans, tu peux rajouter des Hmm. pages à l'intérieur. Et en fait, ça m'a permis, dans les livres, notamment pratiques que je lis, pas les Ouais. romans type Mange Priem et encore, mais de pouvoir vraiment appliquer ce qui est dit et d'avoir une lecture vraiment active du livre en question, le fait que ce soit dans Remarkable. Donc ça me permet de façon très très régulière de lire et d'étudier. Et c'est même pas d'ailleurs tellement de la lecture, c'est plutôt de l'étude. J'appelle ça comme Ouais. ça quand je suis sur Remarkable. Donc ça prend de la place. Moi, ça me sert. C'est quelque chose qui me sert parce que tu as toujours un regard différent. Alors maintenant, j'en ai marre des livres un peu classique business dev perso parce que j'en ai lu tellement, franchement, que, ok, l'approche est un peu différente à chaque fois, mais Hmm. tu vois, Ouais. ça me gonfle un petit peu. Donc, je vais aller chercher des livres un petit peu plus originaux. Je commence, tu vois, à lire davantage, un petit peu plus de fiction, chose que je ne lisais pas du tout avant. Ok. Des livres sur la santé aussi, ou alors de m'intéresser à des business qui ont rien à voir. Notamment, tu vois, il y a un livre que je suis en train de lire sur le fait de vendre aux affluents, enfin aux riches, en fait, aux personnes qui sont riches, D'accord. et que c'est un marché totalement différent et que les leviers d'achat vont être très, très différents. Et je trouve ça passionnant. Donc, je suis en train de lire un livre là-dessus. Voilà, donc ça a de la place dans le sens de je lis un petit peu tous les jours, j'ai des périodes où je lis beaucoup plus Ouais. et ça va me permettre d'enrichir mes réflexions. Ok. Ouais, c'est pertinent. Enfin, tous les entrepreneurs que j'interviewe, ouais, ça prend, enfin, en tout cas, ça prend une place, la lecture, et Mm. bah, pour moi aussi. Donc, ouais, c'est intéressant. Je pense que le fait que tu aies mentionné ce nom, et que je le dis maintenant, et que quelqu'un est en train d'écouter Remarkable, je vais me faire retargeter en pub C'est directement. possible. Mais elle Je m'a te déjà le fait de recommande l'œil. d'acheter si c'est le cas. Ouais, non, mais on me le recommande à chaque fois. Tu vois, j'ai l'iPad et j'ai mis un film qui fait comme si on écrivait, mais je suis sûr que c'est pas la même Mm. chose que l'outil que tu utilises. Donc, ouais, ça peut être le prochain achat. Après, ça Super. dépend ce que tu cherches parce que c'est moins pratique que l'iPad. C'est vraiment très minimaliste, c'est tout en noir et Oui, blanc oui. pour structurer les choses. Je veux dire, voilà, ça a Ouais. vraiment des inconvénients par rapport à un iPad. Moi, ce que j'allais chercher là-dedans, c'est le côté zéro notification, déconnexion, effet papier, écriture papier. C'est ça que je vais y chercher. Par Ouais. contre, si tu cherches plutôt un outil d'organisation de tes idées, de tes documents, ce genre de choses, c'est pas ce que je recommanderais. Non, mais tu vois, je lis beaucoup sur Kindle et sur Kindle, ça me manque le fait de pouvoir prendre des notes ou Et oui, autre. Et du coup, bah, lire sur l'iPad, tu veux éviter les lumières bleues, c'est mort. Donc, c'est vrai, c'est vrai. ouais, par rapport à la Kindle, ça peut être pertinent de la remplacer. En plus, elle est un peu vieille, donc ça peut le faire. Je peux le justifier à ma compagne, c'est bon. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais passer à l'audience ou un sujet que tu n'as pas abordé, que tu aurais aimé aborder? Euh, Écoute, ça va faire un peu le lien entre pas mal de sujets qu'on a abordés. C'est l'importance de passer soi-même avant son business, que ce soit Hmm. la santé, que ce soit le temps, que ce soit les aspirations, les besoins, la vision. En fait, on est notre premier projet avant le business. Le business, c'est un jeu qu'on va rajouter par-dessus. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, je dois m'occuper d'être bien dans ma peau, bien dans ma vie. Bien dans mon corps et c'est ça qui va me permettre aussi de décupler les résultats sur ce que je vais lancer, ce que je vais entreprendre dans ma vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut créer un business qu'une fois que tout est au max dans le reste de notre vie. Évidemment que non. Mais il faut jamais, au grand jamais, oublier cette partie-là de notre vie et la faire passer après le business. Pour moi, c'est vraiment la brique fondamentale. Donc, je pense que Hmm. c'est ça le message à retenir. Et c'est ça qui permettra d'être soi-même une personne saine et du coup d'avoir un business sain. Hmm. Ok, très bon message. Je ne peux Voilà. que l'appuyer. Merci beaucoup. Où est-ce Eh que ben, tu écoute, avec grand souhaites, plaisir. où est-ce que tu souhaites qu'on te retrouve? Comment est-ce qu'on peut suivre tes aventures? Alors, qu'on me retrouve, alors virtuellement, ce sera très bien sur mon compte Instagram, du coup, Ouais, pour me suivre à titre perso, le compte Charlotte Apieto. Et pour, après, si c'est plus pour des personnes qui sont un peu plus dans la cible de Postadem ou qui veulent voir comment Postadem
évolue et construit, etc. Mhm. Il y a le compte Instagram Postadem, mais surtout les emails. Donc, tu vas sur le site, hein, il y a de quoi t'inscrire sur le Ouais, site internet. Tu tapes Postadem, il y a le livre Postadem. Enfin, voilà. Charlotte Apieto, Postadem, les deux sur Google, il y a largement de quoi faire. ok. Je mettrai tous les liens dans la show note. Super. Ça marche. J'ai une dernière question que je pose à tous les invités du podcast. Et c'est qui est-ce qui lui irait bien passer après eux au micro d'Entrepreneur Mindset? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, il faudrait quelqu'un, du coup, qui n'est pas intervenu chez toi. Ouais, ça commence à se serrer. Est-ce que tu l'as invité, mon amie Aline de The Bee Boost? Oui. Ah, t'as invité Aline déjà. Alors, je réfléchis. Dans les personnes qui m'ont... Ah, si, je sais. Je verrais bien, tu vois, parce que je faisais le parallèle avec la vie personnelle, en fait, souvent. Mhm. Et il y a beaucoup de moments où je fais l'analogie entre la vie amoureuse, le couple et le business Ouais, et plein de choses. C'est un sujet que j'adore. Je trouve absolument passionnant. Et il y a une personne qui s'appelle Florentine Dolnoy-Wang. Est-ce que tu la connais? ça ne me dit rien. Vu ta tête, non. Elle est dans le mastermind avec moi et en fait, j'adore Florentine parce que déjà, elle a une voix incroyable quand elle parle, c'est très doux. Tu peux que être apaisé quand Florentine parle. Et en fait, elle est vraiment spécialiste des relations de couple. Et je Ok. pense que sur le mindset entrepreneur, notamment, tu vois, c'est un vrai sujet chez les entrepreneurs, selon que tu es en couple, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien, selon que tu es célibataire, choisi, subi, ça va énormément impacter ta vie. Ouais. Énormément impacter ton business. Par exemple, si tu es en couple avec quelqu'un qui soutient pas le business. Enfin, tu vois, il y a tellement de relations entre les deux Hmm. qu'un petit épisode mindset, relation de couple, perso avec Florentine, ça pourrait être hyper intéressant. Ouais. J'avais en tête de trouver quelqu'un justement pour parler vraiment de ce sujet-là parce que toi tu le mentionnais mais il y a beaucoup d'entrepreneurs. Déjà merci d'avoir proposé à Florentine, j'irai du coup la voir. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs où ils sont célibataires et enfin en tout cas dans mon entourage j'en ai vraiment beaucoup qui sont célibataires et je me dis mais est-ce que c'est un phénomène? Est-ce que c'est un trait qui est chez les entrepreneurs qui font que ça passe pas? Mm. Donc ouais, ça peut être un sujet super important. Après, j'ai un peu mon idée aussi, mais ça peut être super pertinent. Donc ouais, super. Merci Écoute, beaucoup. à voir si je te fasse une mise en relation. Alors, je t'en propose une deuxième à laquelle je pense. En fait, la semaine dernière, j'étais à Naples pour faire du shopping parce que j'ai pris quelqu'un en personal shopper parce que je déteste faire du shopping et je voulais améliorer mon style vestimentaire. Et la personne à qui j'ai fait appel, elle s'appelle Aurora Davoli. Et en fait, Aurora, alors elle va accompagner uniquement les femmes pour le coup, mais elle a vraiment une approche à la fois mindset et leveling up au niveau de l'apparence. Et en fait, elle est Hmm. très forte pour ça. Et je pense que ça pourrait être intéressant aussi parce que c'est quelque chose que je constate aussi chez pas mal d'entrepreneurs. Tu vois, quand je te dis que le côté perso est un petit peu abandonné, c'est qu'en fait, l'image qu'ils dégagent n'est pas conforme finalement à l'image qu'ils aimeraient dégager, à l'identité qu'ils aimeraient proposer, à ce qu'ils font, à ce dont ils sont capables. Et l'apparence compte beaucoup, pas dans le sens du superficiel, mais dans le sens où, bah oui, c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. Et oui, quand on est bien habillé, que ça correspond à qui on est, à qui on veut devenir, on se sent mieux. Donc, on Hmm. dégage une meilleure énergie, on attire de meilleures opportunités. C'est un sujet auquel je crois beaucoup. Et Aurora serait excellente aussi pour en parler. Donc, Ouais, ça et de mindset de façon générale. Donc, si ça te dit, je peux aussi te donner son nom, Aurora Davoli. parfait. Aurora, je vois qui c'est du coup. Je la connais. Chouette. C'est vrai que Ah bah, nickel. le leadership et tous ces sujets-là, ça lui parle bien aussi. Donc top. Super. Ouais, très, très intéressante. Merci beaucoup. On a fini du coup notre épisode. C'était super riche. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. On sent le niveau. Donc j'ai adoré l'échange. Je vais prendre du plaisir au montage à réécouter ça. Merci Super. beaucoup. C'était très riche. Merci aux personnes qui sont encore présentes et qui ont écouté ça. Donc, dites-nous aussi si ça vous a plu, si vous a parlé. En tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode et encore merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi.